Merci, bonjour. Donc on va rentrer dans la technique maintenant. Alors on va parler ce matin du dispositif standard d'administration, c'est-à-dire le plus basique, hein, celui que vous connaissez tous avec un T-ballon et un masque classique. Alors on va regarder ce matin où sont les fuites, hein, en quelque sorte. L'intérêt de connaître les fuites sur du matériel standard permet ensuite de comprendre en quoi les solutions que l'on va vous décrire apportent ou non des réponses à ces divers problèmes. Alors, je tiens à préciser qu'on va vous montrer, on va décrire quelques situations d'usage des matériels qui sont hors des prescriptions. Alors, pourquoi on en parle? Parce que c'est une réalité et on ne peut pas occulter cet usage du matériel. Alors, le matériel standard d'administration, c'est une bouteille munie d'un débitmètre dans la gamme 1 à 15 litres minute. C'est un T-ballon. C'est un équipement muni de valves et d'un volume tampon sous forme d'un ballon. Un filtre de protection sanitaire qui va protéger à la fois le réseau de rejet et le T-ballon quand il est réutilisable, puisque certains modèles sont réutilisables environ 15 fois. Le masque, on trouve de grandes sortes, de grands types de masques sur le marché, les masques à bourrelet d'air, celui qui est sur votre droite, et les masques à lèvres côté gauche. Et puis un élément dont je vais constamment vous rappeler l'importance dans cette présentation, c'est le tuyau de rejet pour évacuer l'air expiré par le patient. Alors on va s'attarder un peu sur le fonctionnement du T-ballon. Vous avez ici un enregistrement de la respiration d'un patient avec en abscisse le temps qui passe et en ordonnée le débit instantané de respiration. Donc en rose, vous avez les phases d'inspiration, en vert les phases d'expiration. Et la zone hachurée rose représente le débit moyen respiré par le patient, en l'occurrence ici 8 litres minute, et cette surface est équivalente à l'air rose sous la courbe. Donc vous voyez que pour un débit moyen de 8 litres minute, on a des phases où le débit instantané atteint ou dépasse les 25 litres par minute. Alors, comment ce système de T-ballon gère et adapte ce débit continu en sortie de bouteille au cycle respiratoire du patient? Alors là, je vous montre la partie expiration. Donc, c'est cette phase pendant laquelle le ballon se gonfle. Alors, pourquoi il se gonfle? Tout simplement parce que lors de l'expiration, la pression à l'intérieur du T-ballon augmente, referme la valve d'admission et le méopas en entrée du dispositif vient alimenter le ballon qui se gonfle. Ensuite, pendant la phase d'inspiration du patient, on a une fermeture cette fois-ci du tuyau de rejet, de façon à ne pas réinspirer l'air qui a été expiré. Et pour compenser le débit constant fourni par la bouteille, le patient va puiser dans le ballon qui va se dégonfler. Donc voilà en gros le fonctionnement de ce dispositif. Alors, on en arrive au contrôle de la respiration, entre guillemets, du ballon, qui est un élément extrêmement important, avec des signes que le soignant doit interpréter. Donc, il y a le cas assez simple du ballon collapsé, hein, on est en présence d'un débit insuffisant. Alors, soit parce que le soignant a mis un réglage inférieur à la demande du patient, soit parfois parce qu'on a pu le constater, on a un problème technique, bouteille vide ou problème de détendeur, ça arrive. Ensuite, le cas du ballon gonflé en permanence. Alors, on a deux grandes situations qui peuvent mener à ce ballon gonflé en permanence. On a un débit d'alimentation qui est trop élevé. Alors, ce débit trop élevé eh bien, va augmenter inutilement les consommations avec les implications économiques et écologiques qui s'ensuivent, hein, puisque le protoxyde d'azote est un gaz à effet de serre. Et puis, pour ce qui nous intéresse, ce débit trop élevé va augmenter les pressions à l'intérieur du masque, proportionnellement va augmenter les fuites, et comme on a aussi parallèlement un débit trop élevé, eh bien on va augmenter très largement les expositions. C'est une double peine dans ce cas-là.
Alors, précisons quand même que le débit trop élevé ne cause aucun souci vis-à-vis du patient, puisque de toute façon, lui aura ce qui est nécessaire en termes de méopa. Ensuite, il y a une autre cause qui est souvent pas détectée par les soignants, qui liée au ballon gonflé en permanence, c'est tout simplement le masque qui est mal appliqué sur le visage. Alors ça génère différents effets. Déjà, pour le patient, ça veut dire qu'au moment où il va inspirer, on va avoir une entrée d'air parasite dans le masque, donc une dilution du méopa et une sédation moins efficace. Ensuite, à l'expiration, puisque le masque n'est pas bien étanche sur le visage, nous aurons une sortie d'air expiré vers le local de soins et donc une pollution protoxyde d'azote. Donc il est vraiment important, quand on utilise ce type de dispositif d'administration, de vérifier que l'on a une bonne respiration du ballon, parce que ça profite autant aux patients qu'aux soignants, et donc ça demande constamment, au fil de l'intervention, de réajuster le débit de méopa en sortie de bouteille. Alors, allons un peu plus loin dans l'origine des expositions. Un élément important, c'est la gestion du rejet d'air expiré par le patient. Alors, on en a parlé ce matin, le protoxyde d'azote n'est pas métabolisé par le patient, ou très peu. Cela signifie que l'air qu'il va expirer aura une concentration très proche du méopa, et que ne pas gérer ce rejet d'air, ça revient quasiment à ouvrir la bouteille dans la pièce et à générer directement dans la pièce. Alors, le dispositif adapté, c'est la prise Sega. Mais aujourd'hui, le constat est ce n'est pas le cas général rencontré pour gérer le rejet d'air expiré. Le cas le plus souvent rencontré, pardon, c'est le rejet par une fenêtre entrebâillée. Bon, c'est ce qui est souvent conseillé. Le souci, c'est qu'on a assez souvent affaire à des conditions de rejet dégradées. Alors pourquoi? Parce qu'on utilise parfois le méopa dans des locaux borgnes ou avec des fenêtres fixes pour des raisons de sécurité. Alors là, si on s'arrête là, on se dit que le méopa ne devrait pas être utilisé dans ces conditions dégradées. La réalité est que malgré tout, il est utilisé. Alors, dans les diverses situations dégradées, on a le rejet dans un patio. Alors, c'est mieux que rien, mais on a constaté dans certains cas que pour des patios de petite dimension, on pouvait avoir une réintroduction d'air par les fenêtres des locaux adjacents, donc pas forcément des bonnes conditions. Une autre condition dégradée très souvent rencontrée, notamment lors des soins en chambre, c'est le rejet dans la salle de bain équipée d'une VMC. Bon, c'est une solution qui est ce qu'elle est, et elle apporte un certain service, mais aucune garantie. Ensuite, si on continue à dégrader, à lister les solutions en dégradant, on a le rejet dans le couloir. Donc certes, on baisse la concentration dans la salle de soins, mais ça profite à tout le service. Et vraiment, les situations qui sont inacceptables, c'est le rejet sous le lit. Alors certes, ça écarte un petit peu le rejet de méopa des voies respiratoires des soignants, mais ce n'est pas acceptable. Et le pire étant la situation où on ne met aucun tuyau de rejet au niveau du T-ballon. Et là, on rejette en plus au niveau des voies respiratoires des soignants. Donc c'est des situations qu'on ne devrait pas voir, mais la réalité, on voit ces situations. Donc vous verrez tout au long des présentations, je remettrai l'accent sur ce tuyau de rejet qui est un élément essentiel et qui parfois est oublié. Alors, détaillons un petit peu l'utilisation proprement dit du dispositif. En gros, on a trois phases. On a la phase préparatoire, avant de mettre le masque sur le visage du soignant, cette phase proprement dit de soins, et la dernière phase qui est le retrait du masque. Donc pendant la phase initiale, on doit gonfler le ballon de façon à avoir un volume tampon rempli pour pouvoir appliquer le masque sur le visage. Et ensuite, on a une phase d'attente.
on attend que le patient soit prêt à recevoir le masque. Alors parfois, cette phase d'attente peut être longue quand on a affaire à des enfants que l'on doit convaincre. Et pendant toute cette phase, le masque est obturé au mieux. Alors au mieux, c'est pas totalement obturé et donc on a des fuites à ce niveau-là. Ensuite, si on va en fin d'acte, on a le retrait du masque du visage du patient et le dégonflage du ballon. Alors souvent, le dégonflage se fait avec 2 mains, donc ça veut dire qu'on n'en a pas une troisième pour obturer le masque, et on génère environ 2 à 3 litres de méopas en quelques secondes dans le local. Autre source, c'est l'exhalation de l'air contenu dans les poumons. Donc dans une durée environ de 2 à 3 minutes, le patient va renouveler l'air de ses poumons et on va avoir l'équivalent de 4 litres de méopas libérés dans la salle de soins. Ensuite, on a une dernière situation qui n'est pas très fréquente, mais que l'on voit de temps en temps. Un fait imprévu, la priorité c'est le patient, on pose le matériel à côté et on y revient. Alors souvent, après cette situation imprévue, le soin s'arrête et pendant quelques minutes, on peut avoir du méopas qui débite dans la salle de soins parce qu'on avait quelque chose de plus important à faire. Alors maintenant, intéressons-nous à la phase qui souvent est la plus longue, hein, c'est-à-dire l'acte de soin. Et donc on a plusieurs cas de figure qui sont à l'origine de fuites. On a le cas du masque qui n'est pas appliqué pendant une courte durée, par exemple pour une conversation avec le patient. On a le cas particulier, et celui-là on y reviendra plusieurs fois aujourd'hui, des soins dentaires où le masque est retiré de la zone nez-bouche pour pouvoir réaliser le soin. Ce masque, pendant cette période, est placé sur le nez. Et évidemment, le masque n'a pas la géométrie adaptée au nez. Et pendant cette période-là, on a des fuites importantes. Ensuite, on a d'autres cas de figure. Le cas du masque mal appliqué ou mal ajusté. Donc typiquement, on a un patient agité ou on a un masque qui n'a pas la taille ou la morphologie adaptée au patient. Dernier cas qui est quelque part peut-être le plus problématique, c'est que même en présence d'un masque bien appliqué sur le visage, eh bien, on a des fuites. Donc là, j'ai mis en illustration une photo issue de notre banc d'essai où on marque l'air expiré par le patient avec un fumigène et vous pouvez voir cette légère fuite au-dessus du nez de fumigène alors que le masque est parfaitement appliqué et où on pourrait imaginer qu'on n'a pas de fuite. Alors, si on redétaille ces fuites et que l'on en cherche l'origine, ben, l'origine est assez simple. L'air est feignant. C'est-à-dire il va prendre le chemin le plus court et plutôt que de traverser le filtre, la valve d'expiration et le tuyau de rejet sur plusieurs mètres, ben, il prendra le premier interstice disponible pour s'évacuer. Alors pour un petit peu marquer les esprits, j'ai un tout petit exemple qui se base sur le diamètre de passage de la valve contenue dans le T-ballon. Alors en fait, ce passage est très étroit, c'est environ une couronne de 50 mm par 1 mm, et c'est à peu près équivalent à 2 interstices de longueur d'1 pouce, 25 mm, situés de part et d'autre du nez, et d'épaisseur 25 mm. Et en fait, ces deux surfaces sont équivalentes, et ça veut dire qu'en faisant abstraction du reste, vous verrez passer la moitié du débit expiré par le patient uniquement par ces deux fuites au niveau du nez en présence d'un tel dispositif. Donc vous voyez que l'étanchéité du masque au niveau du visage est quelque chose de très important. Et vous verrez aussi, on y reviendra sur le problème de cette valve d'expiration. Donc cette valve d'expiration est l'élément le plus résistif du circuit de rejet. Sa résistance est souvent élevée, trop élevée. Donc ça, c'est un sujet dont doivent se saisir les fabricants parce qu'il y a une amélioration possible. Et pour ceux qui se poseraient d'autres questions sur les éléments composant ce circuit de rejet, eh bien on voit que l'essentiel est dans la valve expiratoire et que le tuyau de rejet n'a qu'un rôle mineur, qu'il soit déplié en totalité ou partiellement, qu'il soit recoupé ou dans sa longueur totale. C'est pas ça qui va conditionner les expositions.
Voilà, je vais en avoir terminé avec cette présentation. Donc sur ce dernier diapo, je vous liste les sources d'exposition, hein, les fuites telles qu'on vient de les décrire. Vous voyez qu'il y a de la place côté droit sur ce tableau. Donc c'est un tableau que nous reprendrons dans les présentations de cet après-midi et nous le compléterons avec les solutions de façon à voir quelle solution apporte une réponse à quel problème.